Hein, et il devait y avoir, il me semble, Je pense qu'on est peut-être pas assez après. enfin pas une chronique, mais il devait y avoir, Oui, non, mais il y a beaucoup de choses, mais des choses arrivent en Ouais, même temps. ouais. Ne parlons pas de ce qu'il Voilà. devait y avoir. Voilà, mais parlons de ce que nous qu'il faisons va y maintenant, avoir. finalement, voilà. Exactement, voilà. Putain. La patience est un plat qui se mange sans sauce, voilà. C'est vrai. Et donc c'est sur ces Et, bonnes paroles que nous allons pouvoir commencer cette vidéo, n'est-ce pas? Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Kaamelott, premier volet, le film de Alexandre Astier, en compagnie de GIGN et de chroniqueurs. Bonjour messieurs. Hello. Bonjour, bonjour. Alors évacuons tout de suite les sujets, voilà. Oui, j'ai une écharpe de merde, c'est pas parce que je suis devenu un bobo je ne sais pas quoi, c'est parce que j'ai mal à la gorge, alors en prévention, je me mets la gorge à chaud, là. Moquez-vous si vous voulez, je n'ai aucune idée si ça fonctionne réellement ou pas, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien. Alors que la vraie raison, c'est qu'il a plus de chauffage chez lui. Le chauffage n'est pas encore activé grâce à la copropriété qui l'active. Voilà, bref. Bref. Donc Kaamelott, premier volet, qui fait suite du coup à la série Kaamelott, très fameuse série française de M6. Que se passe-t-il donc dans ce premier volet? Ça fait 10 ans que le roi Arthur a disparu, puisque c'est évidemment la mythologie arthurienne, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'il a disparu, et puis il réapparaît grâce à la force du pouvoir du destin des dieux, et donc tout le monde va le rechercher pour essayer de ou de le tuer, ou de le remettre sur le trône. Voilà. C'est un bon résumé. Ah oui, compliqué en ok. même temps. J'aurais pas dit ça. Je t'en prie, rajoute si tu as des choses à dire. Ah, ça m'a fait merci de ta collaboration. Ouais, C'est finalement un bon résumé. Voilà, c'est-à-dire que le royaume, du coup, en son absence. Oui, en l'absence du roi Arthur, le royaume est sous la coupelle tyrannique de Lancelot du Lac, qui est tyrannique et très vilain et très méchant. Oui, qui fait appel à des Anglois. Et Enfin, qui va- des Saxons. Des Saxons, oui. Donc des futurs Anglois, finalement. Voilà. Comme d'habitude, on va parler de notre connaissance de l'univers, c'est-à-dire qu'est-ce que nous connaissions du film avant d'aller le voir. Alors du coup, on l'a tous vu en salle à l'époque en 2021, du coup, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, on l'a tous revu pour cette critique, c'est-à-dire il y a une matinée ou un jour ou deux en fonction de qui elle était le plus rapide ou quoi. Donc le film est assez frais dans nos têtes. Bah vas-y, chroniqueur, commence. Qu'est-ce que tu connaissais de l'univers? Alors, vas-y. Entendu par univers. L'univers Kaamelott, enfin avec un K, enfin d'Alexandre Astier. Voilà, qu'est-ce qui te permet de. Sur quoi tu te bases pour juger cette série? C'est ça l'intérêt de cette séquence. D'accord, ok. On va faire par le plus simple. La série Kaamelott, donc d'Alexandre Astier, je l'ai vu pas en entier. Je crois pas que j'ai vu tous les épisodes, puisque le souci c'est que comme je l'ai regardé sur M6, les épisodes étaient souvent décalés, enfin donc. Et je n'ai jamais pris le temps de regarder toute la série d'un coup, mais j'en ai vu comme pas mal quand j'étais petit, voilà. Enfin, j'ai rapidement accroché. C'est un univers, c'est pas forcément un terme qui serait approprié. Enfin, je sais pas. Le fait est que maintenant c'est un univers, il y a. Ouais, c'est bon, ok. Du coup, c'est un univers qui est fréquemment cité. Oui, je fais partie de ces gens qui balancent des c'est pas faux, le gras c'est la vie, etc. à tout bout de champ. Je suis atteint de cette maladie. Donc voilà, je connais. La maladie qui s'appelle être casse-couille, finalement. Non. J'en suis pas, tu vois, encore au point de pouvoir sortir une anecdote du roi Lot en latin. J'en suis pas encore là. C'est facile, tu mets des mots latins n'importe dans quel ordre et puis ça devrait marcher. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Non, parce que les mots latins, c'est des vrais mots latins. Moi, je les inventerai, donc certes. j'en suis pas encore. Voilà. Oui, donc c'est un. Je connais quand même rapidement la trame de l'histoire qui défile au fil des saisons. J'avais quand même vu les 2 dernières saisons complètement, ce qui est quand même pas mal. Oui, dans la mesure où c'est les 2 dernières saisons qui ont vraiment une histoire structurée, quoi. Oui, ouais, et qui permettent aussi de comprendre certaines choses dans le film. En le revoyant là l'autre jour, je m'en suis rendu compte qu'il a fait quand même, ça peut être pas mal. Voilà, et donc pour élargir sur l'univers du mythe arthurien. Du mythe arthurien, je connais bien. Je dirais pas que je connais tout parce que c'est quand même très très large.
Enfin, mais d'autant que moi, on va dire, je connais ça aussi par la filière historique, donc à savoir comment s'est développé le mythe arthurien, donc en commençant par le chaudron de Dagda, enfin donc légende plutôt celtique. Oui, là, tu pars très très loin là pour le coup. Et ben voilà, enfin, les différentes étapes repris par Chrétien de Troyes, pardon, et ensuite christianisé avec la quête du Graal, etc. Voilà, l'impact que ça a pu avoir sur l'histoire, sur la vraie histoire là de toi. Oui, mais plus l'histoire aussi du mythe en lui-même. Comment s'est construit le mythe au fur et à mesure, ses courses, etc. Donc, je connais forcément le roi Arthur, mais Gauvin, Yvain, etc. C'est quand même difficile de vivre dans notre monde sans connaître le roi Arthur. C'est comme de vivre dans notre monde sans connaître Ulysse ou Achille, tu vois. Tu serais surpris. Je mettrais la nuance que justement, comme ça a été très... J'ai bien peur que tu aies raison. Mais justement, comme ça a été très pris et repris, de là à tout connaître ce qu'il y a à savoir. Ah non, c'est pas possible. Ça, oui. Enfin, c'est comme tu connais Ulysse, mais tu sais pas toutes les péripéties forcément qu'il a eu en dehors de l'Odyssée. Parce que ça a été repris dans des pièces de théâtre, etc. Oui, mais je connais le. Oui, bref. Ok, fort. Voilà. GIGN, à toi. Sur quelle perspective es-tu entré dans ce film? Et bah, écoute, je vais prendre du coup à l'inverse, hein, je vais enchaîner sur la partie histoire, bon, sûrement moins que toi, mais du coup de mon côté, bon, je connais quand même grosso modo ce qu'est la légende arthurienne, les personnages qui y sont autour et les personnages importants. Pour le coup, beaucoup plus connaisseur, entre guillemets, de la série, où là, pour le coup, moi, je l'ai vu en entier, plus d'une fois. D'ailleurs... disponible gratuitement sur YouTube si vous êtes en Irlande. Non, c'est vrai, en plus, c'est comme ça que je l'ai regardé plusieurs fois en entier. En Irlande, elle est accessible sur YouTube. Notre chaîne n'est pas encore sponsorisée par un quelconque VPN. Voilà. Mais pas besoin de VPN. Il suffit de faire un joli voyage. Non mais voilà, du coup, non, je l'avais regardé plusieurs fois et je l'ai revu plusieurs fois. Et c'est vrai que pour le coup, tu parlais des 2 dernières saisons, je dirais même les 3 dernières. De mon côté, qui prennent un autre tournant, ne serait-ce que par le changement de format. Celle qu'on voit sur M6, c'est souvent des formats très courts de 2-3 minutes. À partir de la du quatrième livre, d'ailleurs, du coup. Les épisodes font 1 heure. Oui, c'est comment ça devient une série plus long, il y en a. Oui. Et alors, ouais, plus classique, c'est plus d'histoire et moins de comique. Il y a vraiment un tournant à partir du quatrième livre, moi je trouve, dans l'histoire, où l'histoire prend un côté beaucoup plus sombre, beaucoup moins comique et beaucoup plus pas profond, parce qu'en vrai, dans les premières saisons, quand tu regardes le fil rouge, t'as ce côté très histoire et profond, mais c'est beaucoup plus flagrant, je trouve, dans les derniers, et elles sont assez peu diffusées, et souvent elles rebutent. Parce que les gens sont plutôt habitués à voir des épisodes courts et comiques, oui. Là où il y a des saisons, enfin des épisodes de 1 heure qui sont... Il y a des moments drôles, mais c'est pas ça qui va primer. La dernière saison notamment, elle est quasiment que tragique, quoi. Il n'y a pas de... Le livre 6. Oui, totalement. Et... C'était l'avant-dernière. Non, le livre 6, c'est celle qui se passe à Rome, là, c'est celle qui est dans le passé. Oui, le livre 6, c'est... Ouais, elle est plus tragique. Celle où il est suicidaire. Un peu plus. Elle devient plus tragique sur la fin. Mais ouais, le livre 4 commence à être moins comique. Le livre 5, c'est vraiment la descente aux enfers. Et le livre 6, c'est un petit peu le prologue de l'histoire d'Arthur. Pas totalement, même. Que je pense, parmi les saisons, c'est peut-être bien celle que je préfère. Mais alors souvent... C'est celle que les gens préfèrent ou celle que les gens aiment le moins, en fonction de ce que tu disais justement, de s'ils préfèrent la version comique ou la version... Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup les séries très courtes, mais j'avais trouvé que le dernier livre était vachement bien. Avec beaucoup d'histoire et de profondeur et plein de clins d'œil et de choses qui se rapportent et qui permettent de comprendre beaucoup de choses dans les 5 premiers livres. Et du coup, bah... Moi, je me souviens globalement que la première fois que je suis allé en salle, je savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avais pas regardé grand chose, hormis 2-3 bandes annonces de ce qu'il y avait autour du film. Et je m'attendais pas à grand chose forcément en allant voir. On a le point à attendre sur le film avant de commencer. Pour l'instant, faisons connaissance de l'univers. T'as vu, je suis organisé. Hein, on couvre pas. C'est beau. Les rattrapages. Ouais, t'as vu. Non mais voilà.
du coup, de mon côté, surtout la série. Pour ma part, du coup, on retrouve dans l'entre-deux. Je connais très bien, évidemment, la série Kaamelott, vu plusieurs fois aussi, dans son intégralité. Pour mon premier visionnage du film, je l'avais pas encore fait, mais là, entre-temps, je me suis aussi lancé sur les BD Kaamelott qui existent, qui est toujours par Alexandre Astier. Oui, très bien. Oui. J'en ai lu 2 pour l'instant. Oui, mais effectivement, elles sont très bien. On retrouve pour le coup vraiment là. Alors, j'ai vu que les 2 premières, donc ça se trouve, c'est différent pour les autres. Mais au moins, les 2 premières sont très portées sur la partie comique de la série, sur une histoire longue, donc c'est plutôt pas mal. Je lisais les trucs, j'entendais les voix des personnages. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ouais. la première réflexion que je me suis fait. J'ai lu les premières pages, je me suis dit putain, j'entends les voix. Ouais, d'accord. C'est très perturbant, mais. En même temps, c'est bien, enfin, c'est que ça fonctionne. Mais c'est agréable. Voilà, et puis le mythe arthurien, je connais aussi plutôt pas mal. J'ai eu plusieurs itérations d'adaptation parmi la multitude qu'il y a eu. Des très bonnes, des très mauvaises, voilà. Je ne saurais que trop recommander le vieux film Excalibur, 74, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Celui avec les armures. Celui avec les vieilles armures, ouais. Il y a Liam Neeson non dedans. Oui, il joue Gauvin. Bref. Voilà, donc plutôt je connais bien. Alors avant de faire un passage sur les attentes, j'aimerais qu'on fasse un passage sur Alexandre Astier, parce que Kaamelott est très lié à Alexandre Astier, son réalisateur. J'ai vu une interview ce matin aussi de lui disant qu'il disait si vous n'aimez pas Kaamelott, c'est que vous n'aimez pas moi, parce que c'est vraiment moi entièrement. Et je suis assez d'accord avec ça. Il y a énormément de choses qu'on retrouve qui sont. Interview avec Samuel Etienne. Exactement celle-ci, qui sont purement de lui. Donc, qu'est-ce que vous connaissiez aussi d'Alexandre Astier au-delà de Kaamelott? Alors par exemple, je vais commencer. J'avais vu l'Exoconférence. J'avais vu avec toi d'ailleurs, il me semble, Gilles. Oui. Ouais. Et tout à fait. et donc Exoconférence, c'est pas du tout le même sujet évidemment, mais on retrouve quand même le même genre d'humour, le même genre de rythme, cet élément très lié à la musique toujours aussi, puisqu'à la base il est compositeur. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Et en vrai, j'ai pas l'impression qu'il ait fait tant d'autres trucs que ça. C'est-à-dire. Non, pas tant. C'est surtout. Alors, je sais qu'à Lyon. Je crois qu'il les a menés. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il a fait quelques concerts avec l'orchestre symphonique de Lyon, notamment. Oui. Astier étant lyonnais. Mais sinon, non, en dehors de l'exoconférence, il aura fait 2-3 trucs autour, mais pas tant finalement. Ou alors, enfin, je crois que justement, il évoquait dans l'interview quelques courts-métrages à droite à gauche. Ah j'ai vu Dies Irae aussi. Mais... Vous avez vu Dies Irae? Oui. Dies Irae, c'est son court-métrage pilote qui a lancé la série Kaamelott. C'est possible. Ou je l'ai peut-être vu il y a longtemps. Mais... Ils sont autour de la table ronde et se retrouvent avec OC des haricots verts. Ça me dit rien en tout cas. Ah non, j'ai peut-être pas vu. C'est entre guillemets le premier épisode de Kaamelott, quoi. Ouais. Et sinon, il y a aussi les. Il a fait les deux Astérix aussi sur la nuit. Ah oui, exact. Oui. Oui, j'avais très bien d'ailleurs. adoré le premier, le deuxième un peu moins parce que la fin était un peu trop originale à mon goût, mais j'ai bien aimé quand même. Mais oui, effectivement, les deux Astérix, oui, tout à fait. Et là aussi, on retrouve son humour, son sens du rythme, etc. Plus quelques personnages d'ailleurs dans la série. Exactement. Oui. C'est comme un Romain joué par Franck Pittiot, de la gourde, du flanc dans une gourde. Effectivement. Voilà, mais compositeur de musique. Je sais qu'il est musicien, je sais quoi, il est. T'avais pas vu l'exoconférence, toi? Non. Conférence sur astrologie, astronomie. Ouais, un peu l'histoire. Je l'avais dû voir un extrait de 5-10 minutes quand même. Mais c'était vraiment super. Ça fait une éternité. Ouais. Mais j'en ai des très bons souvenirs de cette exoconférence. C'était vraiment bien. Et après, outre sur ce qu'il a fait, moi je sais qu'Alexandre Astier, c'est une personne que je trouve vraiment incroyable. Il fait beaucoup de choses, il touche à tout. Et je trouve ça assez merveilleux, toutes les choses dans lesquelles il se lance. Il a surtout une appréciation très différente du reste du milieu médiatico-cinématique français, tu vois. Il est toujours en décalage avec ce qui se fait à côté, et pour le mieux, je trouve. Oui, totalement. Pour le coup. Voilà. Mais oui, je reviens sur la phrase que tu disais, là où il disait si vous aimez pas Kaamelott, c'est que vous m'aimez pas moi. Il y a un autre truc aussi qu'il avait dit, parce qu'il avait également fait Hot Ones.
Ah oui, à un du coup, moment, il mange le truc où- des piments là. Ouais. où il mange des piments. Ouais, exactement. Et en fait, il disait, et j'avais trouvé sa phrase vraiment bien, qu'il faisait pas ses films, ou en tout cas tout l'univers Camelot, pour ce que ses fans attendaient, mais pour ce que lui voulait montrer à ses fans. Eh bien, je pense que c'est une très bonne transition sur qu'attendions-nous du film avant de le voir. Merci. C'est De rien. Je me Ouais, suis dit que c'était pas mal. ouais, en vrai, bien vu, bien vu, bien vu. Eh bien, bah, je t'en prie, commence. Mais, T'as déjà un petit peu commencé. Et bah, de mon côté, justement, j'en attendais pas grand-chose. Parce que je savais pas spécialement à quoi m'attendre. Parce que, bon, déjà, le dernier livre, c'était un prologue, donc il menait pas spécialement à de la suite. Donc, du coup, la fin du livre 5... À la fin du livre 6, il y a quand même toute la partie où il donne le pouvoir à Lancelot, et puis Lancelot prend le pouvoir visiblement de manière Ah tyrannique. oui, c'est vrai que c'est la fin du livre Ouais, 6, ouais, je croyais que c'était ouais, la c'est fin du ça. livre 5. Ouais. Non, totalement. Et bah, du coup, fin du livre 6, il y avait cette remontée, donc on pouvait se douter de toute façon qu'il laissait une porte ouverte. Et ça a été annoncé Mais- pendant 10 ans. Aussi. Pendant 10 Oui, ans, voilà. il dit, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et en même Il y a temps, même la toute dernière scène là où il retournait à Rome et puis Oui, il ouais, joue avec un bâton sous la musique de je sais plus quel film de Louis de Funès. C'est pas Joe Non, c'est juste qu'il fait il y a un fondu au noir qui dit cette série dédiée à Louis de Funès. Ouais, mais il y a une musique aussi. Et, il y a la peut-être, musique oui. aussi, je crois. Peut-être possible, c'est Et, possible. et puis, mais il du joue coup- avec une épée, et puis il dit, et puis il y a un parallèle, je crois, avec son fils qui est du coup en version plus jeune, et il dit ouais, il reviendra et tout. Et puis effectivement, on a attendu 10 ans le fameux comique. Et le fameux, il reviendra. Mais non, du coup, hormis cette ouverture, j'avais pas spécialement d'attente parce que j'attendais de voir ce que pourrait être devenu l'univers. T'attendais de voir ce que ça justement. proposait, quoi, finalement. Et exactement, de voir ce que ça proposait, de voir comment les personnages avaient évolué, de voir un petit peu ce que le royaume était devenu. Bref, j'avais pas spécialement d'attente parce que j'attendais de voir où on allait m'emmener. Voilà, je voulais pas vraiment me faire une idée préconstruite en me disant il va se passer ça, parce que Ouais, tu j'en voyais pas spécialement l'intérêt. voulais pas avoir une source de déception ou une source de. Non, voilà, je voulais juste me laisser porter par l'histoire et voir ce qu'on me propose et apprécier. Bah, finalement, exactement ce que Tel quel. tu disais que disait Alexandra, c'est. Exactement. Et je suis très d'accord avec lui. Très bien. Chroniqueur, toi, qu'attendais-tu du film? Bah alors moi je fais partie de ces gens, alors à une version assez tempérée quand même, qui en attendaient beaucoup parce que j'avais pleinement confiance en Alexandre Astier pour faire un beau film, sachant que voilà, il était à la réalisation, il était comme acteur, il était comme compositeur, il avait toutes les casquettes à la fois et il est connu effectivement pour, Il le fait tout le pour temps. toucher ça, à tout oui, et puis, ça. être assez exigeant, assez travailleur, etc. Ça promettait aussi, j'avais confiance en lui pour faire quelque chose qu'il n'y a pas en France, c'est-à-dire faire un beau film fantastique. Il n'y a pas du tout en France. En plus, si je dis pas de C'est pas bêtises, qu'il n'y a c'est pas à du peu tout, près. mais c'est que souvent, il n'y a pas grand-chose. Vas-y, bref, c'est. Ouais, mais voilà. Un film grand public fantastique, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, oui. Voilà, ça promettait comme avec comme des décors, autres que la petite série à huis clos, des costumes, etc. Même si la première bande-annonce, là où on voit les Burgondes, ils ont... Ouais, alors les bandes annonces, là, tu me demandes de me rappeler beaucoup de choses très, très loin de Ouais, celle-là. je m'en Alors, souviens. cela dit, je me souviens d'une grosse phrase de la promotion du film qui était du père d'Alexandre Astier, Lionel Astier, qui avait dit c'est un film. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Il avait comparé ça à un film hollywoodien, il avait dit que ce serait un gros film hollywoodien. Quoi, alors, je ne retrouvais plus la formulation, mais qui avait suscité beaucoup d'attentes du coup. Oui, ce que je dis, moi j'en attendais beaucoup de bien parce que, encore une fois, j'avais confiance et puis, je trouvais que si quelqu'un pouvait faire un film fantastique français, c'était bien Alexandre Astier. Alors en plus, si je dis pas de bêtises, Le Visiteur du Futur, c'était avant ou après? Juste après, c'est la même année, je crois. Ouais, parce que voilà, c'était une année où, sur 2 ans où le cinéma français tentait des choses auxquelles on n'était pas connu pour. Et
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ça on s'éloignerait de notre. Ouais. Voilà. Ouais, j'en attendais du bien. Après, voilà. Après, effectivement, comme GIGN, j'attendais de voir avant de me faire un avis préconstruit. Mais pour une fois, j'étais parti dans l'idée, ce film-là, j'irai le voir parce que de toute façon, c'est du Alexandre Astier, ça peut être que bien. Voilà. Non, puis Kaamelott, ça a quand même acquis un certain statut culte, mine de rien, en France. Quoi. Oui, mais on reviendra là-dessus justement. Effectivement, il va y avoir des choses à dire. Pour ma part, comment attendais-je le film? Donc, déjà, il y avait cette fameuse phrase que je n'arrive plus à reciter de Lionel Astier qui m'avait fait mettre beaucoup d'attentes en me disant ah, effectivement, comme tu disais, un gros film français fantastique qui permettrait de relancer quelque chose qu'on ne fait plus depuis très longtemps en France, effectivement, du fantastique, de la magie, des épées, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur cette chaîne, hein, finalement. C'est probablement la seule occasion qu'on aura de parler d'un film français dans ce genre de circonstances. Oui. Bah non, mais il faut le dire, on n'a pas tous les jours des films français avec des épées, des dragons, de la magie, voilà, c'est... Le film noob, ça compte ou pas? Ça se discute, mais oui, mais ça se discute. Après, tu me diras, ça fait longtemps que nous ils disent oh, ça va être notre dernier film et puis ils en font souvent. Après, moi je suis content, mais voilà. Bref. Il y a l'Hobbit du Cantal aussi. Bon, allez, j'arrête. Ouais, là on part sur des fan-films obscurs. Bref. Donc oui, donc j'en avais beaucoup d'attentes effectivement. Film français, film fantastique. Suite de Kaamelott qui du coup est extrêmement culte, voilà, on va le dire. En revanche, alors tu disais justement, toi tu préférais la saison 6. Moi je fais partie. Alors, c'est pas une saison que je n'aime pas, mais c'est la saison que j'aime le moins, effectivement, la saison 6. Je préfère effectivement. Ouais. Je fais partie du public qui préfère effectivement la version comique de Kaamelott. Ouais. Donc ça a pu avoir une influence sur mon jugement, ce qui est logique vu que la série partant elle-même sur du plus en plus tragique, le film devait au moins commencer sur du tragique logiquement. Donc je m'attendais à moins de comique, ce qui au final est un peu le cas, bon, on verra après. Mais ouais, je m'attendais à ça. Mais ouais, je m'attendais vraiment, je m'étais effectivement, comme toi, chroniqueur, beaucoup d'attentes. D'attentes positives plutôt. Donc on va pouvoir passer sur un avis général, enfin, sur des films. GIGN, qu'en as-tu pensé? De manière générale. Et bah, de manière générale, moi j'ai apprécié le film. Pour le coup, je l'ai apprécié positivement. Profites-en aussi pour dire s'il y a une différence d'appréciation entre ta vision cinéma. Et bah, je comptais le faire. Parfait, mais voilà, excellent. Figure-toi. J'ai apprécié le film et je l'avais déjà apprécié la première fois. Je l'avais trouvé vraiment bien. Et je crois que je l'ai peut-être même plus apprécié la seconde fois. Parce que pris le film à tête reposée, plus avoir revu entre-temps les Kaamelott, refaire attention à certains détails, à certains passages, à certaines choses, on remarque plus de trucs et j'ai trouvé le deuxième visionnage mieux du coup que le premier, même si j'avais déjà apprécié dès le premier visionnage de mon côté. C'est un avis général concret, concis. Non mais Effectivement. C'est un avis général, donc on développera oui, après. Bien sûr, bien sûr. Toi, chroniqueur, vas-y. Alors, j'ai bien aimé le film, mais il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait, enfin de ce qui avait été vendu. Je pense qu'il a été survendu, justement parce qu'on en attendait peut-être un peu trop. Et c'était clairement pas le succès que tout le monde prédisait. Mais ça n'empêche pas qu'il est bien et que j'ai bien aimé. Mais, et puis effectivement, c'est vrai que je n'ai pas précisé, moi aussi je préférais la partie comique, même si, là aussi il faut le préciser, Alexandre Astier à l'origine il voulait faire un truc sérieux, mais c'est M6 qui lui a dit qu'il fallait faire du comique, sinon ça n'allait pas fonctionner. Et c'est qu'au fur et à mesure où il a pu tourner ça un peu plus, faire quelque chose qu'il voulait faire à l'origine, mais c'est vrai que moi c'était plus le côté comique qui me plaisait dans la série. Et c'est sûr que alors il y en a, mais c'est pas... Je trouve un coup de pomme, il y en a. Ouais, mais et du coup pour compléter sur la partie comique, parce que effectivement pour l'anecdote, Kaamelott est vu
venu remplacer Caméra café, oui. Caméra Café, qui était un format court et comique, et donc je pense qu'ils lui ont demandé de refaire un format court et comique pour prendre la place sur la chaîne. C'est sûrement ça qui a fait des formats à peu près similaires à Caméra Café, en très instantané, très court et... La première saison, c'est facilement une centaine d'épisodes, voire plus, et c'est des trucs qui durent des fois moins. Il y a 100 épisodes sur les 3 premières saisons de... ouais, quelques minutes. 5 minutes, je crois. Ah, même moins, vraiment la première saison, il y a des trucs qui font moins d'une minute, je pense. Parce que ça, on s'enchaîne. Ah, c'est possible. Ouais. Autre chose à dire de manière générale, chroniqueur? Non, ça sera dans les détails. Ben moi je me retrouvais un petit peu entre vous deux finalement, et curieusement quelque part ça démontre que finalement l'attente qu'on a du film a un gros intérêt, un gros impact sur la manière dont on le reçoit. C'est que mon premier visionnage en cinéma, j'avais trouvé très décevant, j'avais aimé, mais je trouvais que les seules parties que j'avais aimées étaient relevées de la nostalgie en fait, j'étais content de revoir les anciens personnages, j'étais content de revoir des blagues, etc. Mais toute la partie en dehors de la nostalgie, toute la nouveauté, j'étais là, c'est bien, mais c'est moins bien que ce que j'attendais. Et finalement, au deuxième visionnage que j'ai fait ce matin, moi, j'ai beaucoup plus apprécié le film. Alors, je trouve toujours en deçà de ce que ça aurait pu être. Mais j'ai pas eu ce côté décevant. Il y a justement ce que tu disais, JN, à tête reposée, on voit plus de choses, il n'y a pas le côté attente qui prend en se disant ah, j'aurais voulu voir ça, puis finalement ça y est pas. Ouais. En sachant ce que j'allais voir, ça va, j'ai eu un meilleur deuxième visionnage que le premier. Tu parlais du Visiteur du Futur, qui effectivement a eu son film qui sortait à peu près à la même époque. Je trouve que la déception que j'ai eue en regardant le film était de la même teneur, c'est-à-dire que j'attendais beaucoup de choses et je trouvais que finalement c'était pas un film qui suivait la série, c'était une transposition de la série en film et que ça marchait pas très bien, et je trouve toujours qu'il y a des petits éléments qui marchent pas très bien. On va avoir l'occasion d'en reparler. Autre chose à ajouter avant qu'on entre dans les détails? Non, ça va. C'est pas faux. Il y a beaucoup de choses que t'as pas compris là, je pense. T'attendais de le placer, c'est ça depuis tout à l'heure. Donc, écoutez, on va introduire là-dessus parce que du coup, je disais par rapport à la série, quand je trouve que il y a beaucoup d'éléments mis en place par la série qui sont inadaptés au format film. Je vais prendre par exemple un élément sur les personnages, c'est que dans la série, forcément, une espèce de chorale de personnages, il y en a énormément, certains qui reviennent plus ou moins, etc. Là, dans la série, ça passait très bien, parce que justement, on avait des formats courts, et ça permettait d'intervertir les personnages, et de comprendre, voilà, entre deux épisodes, il y a des choses qui sont passées, et c'est logique que les personnages s'interchangent, etc. Et il n'y avait jamais plus de 6 grands personnages au maximum, quoi. Donc, ça fait beaucoup de monde, mais en même temps, chaque épisode se centrait sur une petite quantité de personnages. Là, dans le film, ils essayent plus ou moins de tous les faire revenir. Du coup, il y a beaucoup trop de personnages, c'est un peu étouffant. En plus de ça, ils en font revenir quand même beaucoup. Pas revenir justement, ils en font venir beaucoup de nouveaux qui apparaissent, qui sont introduits dans le film, qui viennent surcharger un petit peu Je trouve que chaque personnage n'a pas assez de temps de respiration pour lui. Et je vois le sourire, donc j'en ai des choses à dire. Oui. Il y a certains personnages qui reviennent pas, par exemple Yvain, on peut se demander oui, mais il est où? Il y a Gauvin, pourquoi il n'y a pas Yvain, tu vois? Alors autant qu'il y en ait certains qui fassent une apparition coup de vent, je veux bien, autant qu'il y en ait qui soient pas là, c'est pour ça curieux. Il y a certains personnages, on se demande comment ils sont arrivés là, typiquement Père Blaise, comment ils se retrouvent chez les méchants, alors que la dernière fois qu'on l'a vu, il essayait de les fuir, les méchants, il s'est planqué derrière une colline. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé chez eux? Alors que d'ailleurs, jusque-là présent, il était jamais apparu comme étant un connard dans la série, il était un peu sous lait éventuellement, mais il était pas foncièrement chez les gentils. Il y a certains personnages, je suis sûr qui viennent de la série, j'ai totalement oublié qui sont, notamment celui qui est avec Léo Dagan et... c'est Dagonet? Non, Calo Grenand. Avec Calo Grenand, oui. Et il y a un autre personnage avec eux, il y a un troisième personnage avec eux, qui est un peu bouffi là. Oui. Je suis sûr qu'il est dans la série, je n'arrive pas à le remettre. Je n'arrive pas à le remettre du tout. Pareil, celui qui... Oui, il y en a plusieurs, je vois de qui tu veux parler. Ouais. C'est celui quand ils vont aller voir l'épée pour essayer de la retirer, et qu'il y a un mec avec son soin qui arrive, qui est 20, et là, comme ça, avec son corps là.
Arthur il fait ah mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Donc je me dis il doit venir de la série, on doit le connaître. Je ne vois pas du tout qui il s'agit. Bref. Oui, mais il y en a plusieurs, ouais, c'est pareil. Puis même, tu disais aussi, il y en a aussi, ils sont vraiment couvents, du genre Gauvin. Oui, Il mais est là. je peux le comprendre, tu vois, que voilà, il est là, il réapparaît, tu vois, vite fait. Mais et puis il y a aussi d'autres personnages. Donc ce qui fait une bonne transition sur un dernier élément que j'ai là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui rentrent, qui sortent, et on comprend pas forcément toujours bien pourquoi. Typiquement, le duc d'Aquitaine, il part du film, tu te dis pourquoi il devrait continuer à accompagner Arthur jusqu'à la table ronde de la résistance. Il n'y a aucune raison qu'il parte, tu vois. Et je pense que c'est tout un tas d'éléments du format série qui mécaniquement doivent revenir parce que ça fait partie justement de l'univers Kaamelott et qui font que ici ça alourdit le film. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je voyais sourire. Ouais, c'est là où je pense que le fait d'avoir eu des attentes et pas d'attentes change peut-être pas mal la vision du film. Dans le sens où, à mon sens, le film en l'état, et c'est peut-être aussi ce qui a un peu changé du coup ma vision entre maintenant et à l'époque, même si c'est déjà un point de vue que j'avais, j'ai pas l'impression que ça soit un film qui soit fait pour être vu seul. Oui, mais c'est une suite C'est forcément. un Oui, problème. Non mais, non, Ah. alors, oui, c'est plutôt qu'il a une suite. Tu sais, c'est un petit peu comme Ah une oui. trilogie de livres. Pour moi, le premier volet, c'est la mise en place. Et du coup, pour moi, ce premier film, c'est la mise en place. Donc, tu vois tous les personnages pour voir comment ils ont évolué. Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis la série? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Le problème, c'est que du coup, comme c'est un film qui dure 2 heures, c'est court par rapport à une série qui ferait 8 épisodes d'1 heure. Oui, oui, bien sûr. Là, en gros, on est sur les 2 premiers épisodes. Et du coup, on a vu tous les personnages, toute la mise en place. On a vu, pour moi, c'est le décor qui est posé. Les personnages sont devenus ça, tel et tel personnage sont devenus de la résistance des souterrains, il y en a d'autres qui font leur résistance dans leur coin, il y a Lancelot qui est venu là, il y a des personnages que tu retrouves et comme tu te dis, comment ils en sont arrivés là, on en reparlera à la fin mais ça fait partie de mes attentes pour les prochains films, pour le coup. J'ai plus d'attentes pour le deuxième film que je n'en avais pour le premier, mais pour moi c'est la mise en place. Je vois ça un peu comme une pièce de théâtre, on a fait l'acte 1. Oui, mais alors, On a mis en place tous les personnages et du coup c'est vrai que en soi, en tant que film unique à regarder comme ça, il a pas vraiment de sens. D'une, parce qu'il y a énormément de références, comme tu disais, qui sont faites à des anciens personnages, mais certains qui reviennent pas dans l'autre sens. Du coup, bah déjà, si t'as pas vu avant, tu sens, et c'est peut-être sur les seuls reproches que je vais faire, tu sens qu'il y a des choses que t'es censé comprendre, mais tu les as pas. Et c'est frustrant. Je fais le parallèle avec le film Ready Player One. Oui, Pour le coup, voilà, est un film avec énormément de références vidéoludiques, pop culture, etc. Et c'est un des reproches que j'avais sur ce film aussi, c'est qu'il y a des références, tu sens qu'elles sont là, qu'on veut te les balancer à la gueule, mais tu sais pas pourquoi, parce que tu les as pas. et et je donc, vois je ce que pense tu veux que... dire, par contre, c'est pas au même niveau. Je pense que Ready Player One était à un niveau beaucoup trop. Ah oui, non, c'est beaucoup trop. Mais du coup, il y a eu quelques moments, bah, comme tu disais, le mec avec son soin, 2-3 personnages qui reviennent, donc t'arrives pas trop à remettre la tête, mais tu te dis putain, ils sont sûrement dans la série. Et du coup, je me dis des personnages, ou des personnes qui n'auraient pas vu la série avant, se retrouvent devant ça en disant putain, c'est qui ces clowns? Sans comprendre pourquoi on te les met en jeu, même 30 secondes. Et du coup, je te rejoins là-dessus sur cet avis, même si pour le coup, c'est un truc sur lequel je suis passé assez haute parce que pour moi, c'est vraiment la mise en place et j'attends. C'est ce que j'attendais qu'on me remette en contexte. Et du coup, pour moi, cette remise en contexte, elle est réussie dans le sens où on a eu un panel assez large de personnages avec globalement ce qui s'est passé, ce qu'ils sont devenus. Et on est prêt pour avoir l'acte 2. Là, c'est là où la problématique, c'est qu'il y a 4 ans entre les deux films. C'est là où je suis dans l'entre-deux, et avant de te laisser la parole là-dessus, chroniqueur, c'est que, oui, quelque part, c'est nécessaire, effectivement, tu as raison, c'est un acte 1, c'est de la mise en place, etc. Et quelque part, c'était ce que j'attendais un petit peu, c'était ce que je voulais aussi. Je trouve que ça aurait pu être, c'est là ma déception, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu être mieux mis en place, à la limite, quitte à éclipser certains personnages et les faire revenir plus après, ouais, non, mais je suis d'accord. Ou introduire moins de nouveaux personnages, tu vois. Voilà. Oui. Ouais, même, je sais pas, moi, ça me semble important. Et il y a que sur la partie Duc d'Aquitaine où je trouve qu'il joue son rôle à merveille.
Oui, non, mais je veux dire, Et pour moi, c'est justement incroyable qu'ils partent à ce moment-là. je trouve, C'est le bon moment. j'aurais aimé qu'il. Moi, j'aurais trouvé ça cohérent par rapport au personnage, par rapport à ce qui se passe, qu'il aille jusqu'à la table ronde, tu vois, qu'après il se barre avec les autres, ça aurait été que, tu vois. Et bah justement, je pense que ça lui donne ce côté plus intelligent et plus stratège que les apparences. Il est toujours passé pour un personnage un peu simplet, un peu gentillet, à dire un peu oui à tout. Mais je trouve que toutes ces actions, et on le voyait un peu dans la série, mais je trouve que là c'est assez flagrant, que toutes ces actions elles sont réfléchies et sous ces airs de gentil, il arrive à mener les gens où il a envie qu'ils arrivent. Oui, non, mais certes. Et voilà. Et du coup j'avais trouvé cette scène moi pour le coup avec le duc d'Aquitaine qui était très bien. Toi, chroniqueur, qu'est-ce que tu as à dire sur ce. Ouais, moi je suis moins convaincu parce que justement, enfin il se barre un peu bizarrement, mais c'est pas le seul. Enfin, je disais tout à l'heure, il y a Gauvin aussi. On le voit vraiment 2 minutes. Il est à la Oui, table mais ronde. Ça, c'est pas choquant, tu vois. Il mais introduisent comme sauf- faisant partie de la résistance, puis il se barre, parce que le contexte fait qu'il doit se barrer. Ouais, mais sauf que non, parce que enfin ils se font capturer juste après, donc logiquement il est dans la prison avec les autres, tu vois. Enfin, c'est. Ah, pour moi, il a fui. Non, ils ont Ouais. tous fui. On les voit fuir de la table. Ouais, enfin je suis quand même pas convaincu. Alors c'est pareil, je crois que c'est la Dame du Lac qui retrouve et puis après bah. Enfin, il y a plein de personnages effectivement comme ça qui disparaissent de façon un peu étrange. Et moi sur les personnages aussi, là où j'étais déçu dans mes attentes, c'est que effectivement il y a une myriade de personnages. Tous ont une relation avec Arthur, qui est comme, enfin, on va dire, le personnage principal de la série, donc tout autour de lui. Et les 2 derniers livres, notamment, il y avait des liens qui avaient été expliqués assez en profondeur. Je pense notamment à Merlin, où il t'explique quand même que le gars, c'est lui qui a torché le cul d'Arthur quand il était tout petit, c'est lui qui l'a fait grandir et tout. Il s'était senti un peu trahi. Là, on le retrouve, il tombe dessus et ils ont aucun moment, tous les deux. Il y a aucun moment où en fait. Ah oui, bah, je vois ce que tu veux dire. Et, C'est là- ce que je disais. Il y a beaucoup de personnages, donc ils sont tous un peu étouffés par le fait qu'ils doivent tous être présents à l'écran un petit peu, quoi. Bah voilà. Et globalement, je trouve que la plupart des personnes. Enfin, Gauvin, c'est pareil, c'est son neveu. Perceval, c'est pareil, il avait une relation très spécifique avec Arthur. C'est son neveu, mais il a jamais eu une grosse relation avec lui non plus. Ouais, mais bon, c'est. Ça fait partie des gens avec qui passent le plus de temps dans la série. Et bref, je trouve qu'il y a quasiment tous les personnages, c'est comme ça. Ils ont pas je trouve qu'il manque un développement de leur relation qu'il n'y a pas, excepté Guenièvre, qui, à l'inverse, est très bien développé. Enfin là, il y a quelque chose qui n'avait. Il y a une progression par rapport à leur relation de la série. Oui, une vraie progression en plus, effectivement. Oui, parce que c'est pareil. Là, c'était un petit détail qui était expliqué du coup dans le dernier livre où ils avaient une relation. Qu'on précise, quand on parle de dernier livre, on parle des saisons de. Ça s'appelle les livres. Qu'on puisse suivre ça. Oui. Où du coup, voilà, il lui expliquait, voilà, je vous touche pas parce que en fait, j'ai fait une promesse à ma femme, à son ex-femme, un peu compliqué. Bref, il avait une femme quand il était chez les Romains et lui a fait une promesse et du coup, c'est pour ça que toute cette relation qu'il a avec Guenièvre pendant la saison est comme ça. Et là, du coup, il y a un avancement, il y a une progression. Les personnages en fait prennent le temps, de vraiment discuter. Et je trouve que ce qui s'est passé avec Guenièvre manque à beaucoup d'autres personnages. Je suis assez d'accord. Voilà. Moi, ça faisait partie de mes attentes et sur ça, Perceval l'a un tout petit peu aussi, mais même sans. Il y a le passage où il le voit dans la prison, justement. J'avance dans la vallée de la mort et je ne suis pas seul car tu es avec moi, ou je ne sais pas quoi. Là, oui, effectivement. Et le passage aussi à la fin où il a la table d'Orsa, le chef des Saxons. Ouais. Tout à fait. Ouais, alors que pour moi, vraiment, les développements. Il y a 2 développements qui sont majeurs, à mon sens, dans le film, celui de Guenièvre, comme tu l'as dit, et celui de Lancelot.
Ah, je suis pas d'accord, en Lancelot il bouge pas tellement. Il bouge pas tellement, mais on apprend beaucoup de choses sur son état depuis 10 ans. Sur ce qu'il a fait, sur où il en est, comment il a mis le royaume. On voit bien qu'il est complètement Ah, mais je suis d'accord avec nubilé par Déjà, Arthur. ça, là. Il n'arrive pas à passer outre. Il passe tous les moyens du royaume pour aller chasser tous les chevaliers à droite à gauche, alors que tout est en ruine autour de lui. Il se retrouve entouré de mercenaires, parce qu'au final les Saxons c'est comme ça qu'ils agissent, de mercenaires, mais plutôt, parce qu'il l'évoque à un moment, plutôt que de faire la quête du Graal et de la faire avancer, comme il disait qu'il arriverait à le faire s'il avait plus tout le monde autour, Il a même pas il essayé, se en fait, retrouve c'est ça. juste... Voilà, il a même pas essayé, en fait il est tellement bloqué avec je veux me débarrasser d'Arthur et de tout souvenir d'Arthur, qu'au final il a absolument pas avancé dans la quête qu'il voulait faire réellement. Et du coup, on retrouve un Lancelot qui est complètement névrosé, qui a pas avancé, et qui se retrouve au final bloqué, pieds et poings liés, sans rien pouvoir faire, sans rien pouvoir donner, et à tel point que même les nulos comme merde, comment il s'appelle, comme l'avocat ou le roi Lot, etc., lui disent qu'il fait rien. Oui, non, mais oui. Ouais. Et du coup, Ouais, mais pour c'était moi, déjà- on voit beaucoup de choses sur Lancelot. C'est discret, mais ça en dit long sur son état psychologique. Je suis assez d'accord en fait. Finalement. Ouais. Moi je trouve que non, son état psychologique c'est le même que dans le dernier livre, excepté la parenthèse Oui, mais justement. Je vais retrouver à faire la transition entre vous deux. C'est que finalement, on voit justement qu'il n'est pas sorti de ce qu'on voit de lui à la fin du livre 6. C'est-à-dire, il s'est au contraire enfoncé dedans toujours plus. Et là, pour le coup, c'est à saluer sur les maquillages, costumes, etc. C'est que toute son apparence reflète ça, reflète le côté. Il est presque un peu bossu, Renfermé et bloqué. Même son costume fait qu'il est engoncé, tu sais, il peut pas vraiment bouger, il a un côté Batman Ouais, les vieux. Les vieux Batman, Il faut en parler des costumes aussi à mon avis. Oui, j'ai un petit point costume, oui. S'il faut commencer à développer chaque personnage, on l'a pas Oui, fini. non, mais bien sûr. Mais oui, puis, effectivement, hormis en fait Arthur, Guenièvre et allez, Lancelot, il y a pas vraiment grand chose à dire, je trouve, sur les personnages. En fait, ils sont fidèles à eux-mêmes. Encore une fois, je reviens sur mon perplexe parce que ça m'avait beaucoup choqué au premier visionnage et même au deuxième. Qu'est-ce qu'il fout là je vois pas à quel moment. Il n'a jamais été. Oui, non, mais tu vois, c'est. Il l'a jamais spécialement montré. Mais, et en même temps, à mon sens, c'est un lâche. Pour moi, c'est pour ça qu'il est là. Oui. Il s'est fait choper et voilà. Et du coup. Mais ça fait partie de mes attentes pour le coup du deuxième livre. Du deuxième volet. Fin des personnages. J'aimerais continuer un petit peu sur ce que je disais par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'éléments de la série qui deviennent inadaptés en film. Ça va être par rapport à la taille de Camelot. C'est-à-dire que dans la série, Camelot paraît gigantesque parce que dans chaque épisode, il y a des... Merde. Des décors récurrents. Scénettes. Voilà, il y a des scénettes avec des décors récurrents, donc la table à manger, le lit, les trucs comme ça. Mais le fait qu'on se déplace de pièce en pièce, que de temps en temps il y a des pièces un petit peu à part, ça donne de la vie au château, d'autant plus que, comme je disais, il y a tous les personnages, il n'y en a jamais plus de 5 ou 6 à l'écran, donc tu te dis, bon bah les autres personnages sont dans les autres pièces mécaniquement, comme c'était des plans serrés et que derrière il y avait toujours un garde en fond, etc. Le château globalement semblait vivant dans la série. Et là pour le coup je le trouve extrêmement, il fait vide. Il y a 3 pièces qui se battent en duel, globalement il y a la prison, le conseil de guerre et puis le créneau, enfin le mur d'enceinte quoi, où ils ont des conversations. Qui est accolé à la pièce du conseil de guerre. Voilà, tous les personnages sont systématiquement dans la même pièce, donc ça donne l'impression qu'ils bougent pas, qu'ils sont toujours là. Il y a un garde ou deux en fond mais ça fait vide. Autour du château, il n'y a pas de champs, il n'y a pas de maisonnettes, etc. Ça fait vide et immobile, vraiment, ça fait décor de théâtre presque, plus que décor de film. Oui. Mais je trouve que ça allait bien, moi, justement. Après, je comprends, c'est logique, parce que le film n'a pas un budget illimité, Alors, non, moi, c'est plutôt dans le sens de l'histoire. Je trouve que ça va bien. Oui, je vois ce parce que ils arrêtent pas de dire que tout le royaume
est complètement en déperdition. Tout le monde fuit Lancelot parce que c'est un tyran. Hormis les Saxons, il y a quasiment plus personne à son service parce que soit ils sont morts parce qu'ils étaient rattachés à Arthur, soit ils sont partis à la Résistance, soit ils ont fui le pays. Tout comme à un moment ils pensaient que... Merde, j'ai oublié le nom du personnage. Mais 2 ou 3 personnages ils pensaient qui avaient fui le pays. Et du coup pour moi le château est vide. Le château est vide parce que tout le monde a fui Camelot. Ouais, mais alors, c'est paradoxal dans la... Quand tu compares avec le bazar oriental, je sais plus dans quelle province là ils sont, c'est vrai que le bazar fait plus animé. Ouais, ou même justement, d'ailleurs. Tu retrouves dans ce bazar oriental là où il rencontre le personnage de Clovis Cornillac là, tu retrouves quelque part ce que tu retrouvais dans la série, c'est-à-dire les plans serrés dans une petite pièce et derrière tu vois des gens passer, donc ça crée mécaniquement de la vie. Mais là, le paradoxe que je vois avec Camelot, c'est que tu le vois en entier. Tu vois vraiment le château de l'extérieur. Et... Ça, c'est la partie qui m'a le plus perturbé. De voir le château en... Mais probablement parce qu'on l'avait jamais vraiment vu. Il y avait des plans extérieurs, oui. On pouvait vaguement s'imaginer le château, mais c'est vrai qu'on l'avait jamais vu en entier. C'est peut-être le truc qui m'a le plus perturbé, parce que c'est sûrement pas comme ça que je me représentais Camelot dans ma tête. Mais, moi, je n'ai pas de représentation mais le côté très vide du château, voilà, et froid... Ça le fait ressortir, quoi. Bah, ça le fait ressortir encore plus, mais je trouve que c'est dans le ton. Alors, je vois ce que tu veux dire, effectivement ça met bien en exergue les éléments de l'histoire, ça y est, je utilise le mot, voilà. Mais, mais oui, mais le problème c'est que, justement, dans une série, je me serais pas posé la question, parce que c'est une format série. Dans un film, je m'attends à quelque chose de plus grandiose, le film dans lui-même impose quelque chose de plus grandiose, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que... Le film permet d'avoir cette image, en plus l'image du château, elle est chouette quoi. Oui. Mais c'est vrai que par rapport à la série, ils nous disent il y a plusieurs tours, il y a des portes, ils arrivent à faire rentrer des trébuchets, des écuries, chacun a sa petite chambre, etc. C'est vrai que par rapport à... les peu de pièces qu'on a vues dans la série laissaient effectivement envisager un château plus grand, plus vivant, et puis il y a des détails tout cons, mais normalement le château il est censé être entouré d'un marais, parce qu'à un moment ils le perdent. Il y a oui, ça après pour moi c'est pas un gros détail ça... Non, mais c'est plein de petits détails comme ça, tu vois, où dans la série ils expliquent des éléments de décor, même le cachot est très différent de ce qu'on voit dans la série. Effectivement, normalement il y a plein de couloirs. Il est censé y avoir une cour où ils s'entraînent. Après, ça me choque pas dans la mesure où c'est pas du tout le premier univers, on va dire ça au sens large, qui fait des modifications. Tu vois, typiquement, tu prends Harry Potter, entre le 2e et le 3e film, le château n'a plus rien à voir, tu vois. Oui, mais et là, donc là, en disant qu'ils sont essentiels, tu peux dire ils ont fait des travaux. Tu vois, c'est pas ce qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est vraiment le manque de vie du château qui est. Mais ouais, mais je sais pas. Pour mettre de la nuance, je dirais que le manque de vie c'est pas le plus choquant. Par contre, t'as souligné un point qui me paraît effectivement très vrai, c'est le côté statique. Effectivement. Comme tu disais, ça marche bien en côté série, mais ce côté statique, t'as vraiment l'impression que jour et nuit, ils sont dans la pièce. Oui, ils ont pas bougé, oui, c'est ça. De bataille, qui bouge jamais. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est vrai que ça m'avait pas marqué quand je l'ai vu comme ça, parce que j'ai pas fait gaffe. Mais maintenant que tu le dis, t'as l'impression qu'ils sont jamais dans une autre pièce. Ils sont toujours habillés, globalement, tout le temps pareil. Ils sont toujours au même endroit, avec en gros 2 plans. Le plan vu des murailles, vu sur les murailles, et le plan intérieur. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. Et c'est vrai que ça, c'est le plus perturbant pour le coup. C'est effectivement un gros point noir sur ces scènes-là. Ouais, mais puis, c'est quand même dommage, parce que du coup, c'est quelque chose qui, en format film, on pouvait s'attendre, un vrai château, etc. Mais finalement, la représentation de la série, je trouvais qu'elle était peut-être plus réelle que ce qu'on a dans le film. Ouais, c'est ce que je voulais dire, pas plus vivante en fait. Mais en fait, c'est simple. Dans la série, ils étaient contraints par un budget, ils avaient forcément pas beaucoup de décors, donc pas beaucoup d'argent, donc pas beaucoup de décors, donc ça donnait minimaliste. Là, je pense qu'ils se sont dit, hey, on a du budget, on essaye de faire un truc, mais il n'y a pas tant que ça les moyens de l'ambition, tu vois ce que je veux dire?
pense qu'ils ont mis les sous ailleurs. Oui, non mais Costume, peut-être. certes, mais dans la mesure où Kaamelott est quand même relativement central à tout l'univers, même arthurien, tu vois, j'attendais vraiment à un truc plus. C'est un élément de déception parmi d'autres, quoi. Voilà. Non, d'ailleurs, en plus, je suis en train de faire le parallèle là dans ma tête entre le château de Carmélide et Kaamelott, où alors, Bah, le château de Carmélide, alors quelque part il fait vide aussi, mais c'est moins choquant dans la mesure où ils sont dans les navets, quoi. J'allais dire qu'il fait plus réel parce que tu vois vraiment les. Enfin, tu vois pas que c'est pas une image de synthèse en fait, je suis en train de me dire le château de Carmélide. Parce que tu vois les mecs à la fenêtre en fait gueuler sur les gens qui sont en bas, alors que le Kaamelott, t'as les grands plans, tu vois jamais les personnages à l'intérieur. Oui, bah c'est plus grand aussi, mais oui. Ouais, enfin, c'est pas à la même échelle, mais par contre, tu parles de grands plans et ça me fait penser que je crois que dans le film, c'est la première fois qu'on voit une vraie scène d'attaque de château. Parce qu'il y en a dans la série, mais on les voit jamais. Bah, pareil, alors là pour le coup, on vient dans un point positif là pour le coup, à mon sens. La scène de bataille. Et c'est pas une grosse bataille façon Seigneur des Anneaux, bien sûr, c'est Kaamelott. Non, mais elle est très courte parce qu'elle doit durer 3 minutes. Je pense 3-4 minutes grand max. Mais moi je la trouve incroyable. Voilà, tu vois des tirs de qui étaient plus hautes, tu vois. Et on va pouvoir faire. Et la mise en scène. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va pouvoir faire un petit détour par la musique qui, du coup, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je voulais qu'on parle d'Alexandre Astier au début. Compositeur, la musique a une grande importance pour lui. Ça a toujours transparu dans. C'est toujours. Transparent. Présent. Ça a toujours été présent. Enfin, merci, voilà. Ouais, ça a toujours été présent dans la série. Il y a toujours eu en filigrane tout un tas d'épisodes sur le luth, sur la quinte juste, des trucs comme ça. C'est introduit en plus assez tôt dans le film où il y a ce passage d'entraînement romain où ils disent l'armée c'est comme la musique, etc. Et là il y a cette prise de conscience, on peut les faire marcher en rythme, grâce au rythme, tu vois. Ouais. Qui effectivement est une chouette résolution. Non. Vas-y. Et les Burgondes qui ont appris à tirer, c'est quand même mémorable. Ah mais surtout qu'on a appris à se mettre en ordre de bataille et ça c'est magnifique. Non mais puis c'est vrai que la mise en scène, et puis c'est là où du coup on voit que, par contre que c'est vraiment un film, parce que c'est vrai que c'est les passages de la Burgonde, c'est là où il y a le plus de figurants, c'est là où effectivement il y a le plus de décors, de costumes. Effectivement là on voit qu'il y a effectivement plus de moyens que dans la série. Oui, parce que au même titre que Attila ou que la plupart des autres chefs, on voit finalement que les chefs. Attila, ils sont toujours que 2, c'est le running gag, mais c'est pareil pour le roi Burgonde. Le roi Burgonde, on n'a jamais vu un Burgonde à l'écran dans la série quasiment. Hormis le roi et 1 ou 2 interprètes. C'est tout. Interprète. Mais et là pour le coup c'est comme tu disais une vraie scène avec beaucoup de figurants en plan large, ce qui dénote totalement et qui rend très très bien dans le film je trouve. Puis il y a des trébuchets qui tirent. Et ça, il y a des trébuchets qui tirent. Moi je suis content. Ouais mais ça en plus, dans les attentes, cette scène-là où les trébuchets tirent, ça apparaissait déjà dès la bande-annonce et c'est sûr que, moi ça m'avait mis, oh putain, il va y avoir une bataille, il n'y avait jamais eu ça, il y a des trébuchets, il y a l'air d'avoir plein de trucs, c'est sûr que, ça donnait très envie, déjà dans la bande-annonce. Et au final c'est 3 minutes. Oui, alors effectivement... Oui, mais alors, ça m'a pas choqué, en vrai, c'est ce que j'attendais d'une bataille dans l'univers de Kaamelott, tu vois. Oui, alors c'est très plaisant, mais c'est sûr que ça. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas la Gouffre d'Oem, c'est sûr, mais je m'attendais pas à avoir ça non plus. Non, mais et ce qui à mon sens permet ici d'enchaîner sur la musique, donc la musique composition d'Alexandre Astier, qui, alors, elle est très bien, mais elle est assez discrète, je trouve. Comment dire ? Elle est pas marquante. Voilà, elle est pas marquante. Je serais pas capable de refredonner un air. Dans la série, il y a certaines musiques que je suis capable de les refredonner, tu vois. Alors que là, pour le coup... Ouais, mais parce qu'on les revoit régulièrement dans la série. Je pense que c'est ça aussi, il y en a certaines qui reviennent souvent. Là où je trouve la musique justement particulièrement bien exécutée, c'est que elle se remarque à peine, mais elle est toujours là pour accompagner une scène et une émotion. Oui. Je trouve dans le film. Elle est toujours dans le ton pour accompagner l'image. Et même, en vrai, si on écoute quelques interviews d'Alexandre Astier, j'ai l'impression que de son point de vue, c'est l'inverse.
c'est l'image qui accompagne la musique. Oui, d'accord. Oui, effectivement. Je crois qu'il le dit plusieurs fois quand il fait son montage, il monte plus, il fait plus sa post-prod et sa production en suivant la musique qu'en suivant l'image. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit une fois ou deux, il préfère avoir une bonne continuité sur la musique. Oui, quitte à faire et des sur faux le raccords dans son. l'image, oui, absolument. Exactement, quitte à faire des faux raccords. Et je trouve que ça transparaît parfaitement bien. La musique, comme tu dis, elle est discrète, mais elle est toujours présente au bon moment pour accompagner. Et on comprend, même sur des scènes qui sont des fois un peu plus, comment dire, abstraites, on comprend toute la symbolique qu'il y a derrière, typiquement quand ils montent pour aller chercher Guenièvre, ou quand ils tuent, quand ils sont dans le bazar. Et qui tue la nana en orange, une des... Ah, dans le passage C'est pas qui. dans le passé là. Ouais, Ah oui, dans le mais passage là, dans le pour moi, passé. c'est pas le bazar en mental, c'est classé Ouais, c'est ça. Même si la scène, il n'y a pas de parole, il n'y a pas spécialement d'explication, je trouve que la musique apporte beaucoup de sens à la scène. La scène de Guenièvre, pour le coup, je trouve que c'est celle où la musique a le plus de présence, justement. Parce que justement, il n'y a que la musique, le reste c'est de l'image pure, il n'y a pas de parole par-dessus. Et donc du coup, effectivement, la musique souligne vraiment bien le moment. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelques scènes comme ça, notamment celle aussi où il escalade la tour pour aller chercher Guenièvre. Je trouve que la musique est particulièrement réussie et qu'elle accompagne très bien le film. Des choses à dire sur la musique, chroniqueur? Non, je suis moins porté sur le sujet. Je sais que j'avais vu, parce qu'il avait diffusé, je crois, les 10 premières minutes en musique avant la sortie du film. Et je crois qu'il expliquait que pour lui, je crois que l'orchestre symphonique, ça représentait ça. Et puis ça, c'était un truc qui passait plus dans l'épique. Enfin, j'ai pas tout retenu parce que du coup, ça fait 5 ans. Mais oui, je sais que j'avais vu un truc là-dessus, mais ouais, c'est vrai que la musique m'a pas spécialement marqué, mais je pense qu'effectivement tu l'enlèves, il manque quelque chose. Ah oui, mais ça c'est sûr. Normalement, un bon film a une musique qui si tu l'enlèves, ça marche plus. Oui, mais voilà. T'imagines le Seigneur des Anneaux sans musique Ah, mais ce sera un peu plus fade. Ouais, un petit peu. Ouais. Il y aura un peu moins de tension. La musique du Seigneur des Anneaux est beaucoup plus marquante du coup. Oui, alors oui, effectivement. Mais c'est pareil, moi je prends toujours l'exemple qui est là, tu vois. Oui, parce que bon, typiquement, tu vois, quand je fais ma peinture, j'ai la musique du Seigneur des Anneaux souvent en arrière-fond. Je suis capable de te refaire la scène. Oui, évidemment. C'est vrai que la comparaison est judicieuse, c'est-à-dire que des trucs comme le Seigneur des Anneaux, comme Star Wars, je le fais régulièrement, mais mettre la musique en fond pendant que je fais autre chose. Celle de Camelot, peut-être pas, tu vois. Je pense que ça serait essayé. Je sais que moi, des fois, dans les playlists aléatoires que je mets, j'ai déjà eu la marche d'Aquitaine. Mais parce que je regardais ce que c'était et c'est écrit marche d'Aquitaine de Camelot. Mais sinon. Voilà. Je pense que ce serait essayé. Ça, c'est peut-être un des trucs que j'aurais bien voulu faire et potentiellement ça se représente pour d'autres films. Je le ferai sûrement, mais allez voir l'Orchestre Symphonique de Lyon s'il rejoue des musiques de Camelot. Un de ces quatre, parce que je pense que ça doit être vraiment très impressionnant. Ouais, ou alors le film en ciné-concert. Ouais. Il avait fait en ciné-concert Camelot. Je ne sais pas. Je sais pas du tout, mais si ça se fait, ça serait incroyable. Pas probable, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Autre chose à dire sur la musique? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. On peut faire, à partir de la musique, on peut faire un passage sur les costumes. Les costumes, je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que je vois ce qu'ils ont voulu faire, je vois qu'effectivement ils ont mis de l'intérêt, du budget, de la passion, etc. Je trouve qu'ils en ont fait un petit peu trop. Alors, dans la série Camelot déjà, il y a une évolution des costumes en même temps que la série, c'est-à-dire qu'au début ils ont les grosses armures de chevalier à la Excalibur justement, les grosses armures un peu caricaturales, etc. Et puis après ça se développe pour qu'ils aient de moins en moins d'armures et plus des trucs de cuir, de peau, des trucs voilà. Et donc il y avait une espèce de désévolution des costumes, qui n'était pas choquante parce que ça allait avec le ton de la série, ça se voyait aussi qu'ils avaient plus de budget, donc ils y mettaient plus d'importance, etc. Et donc là, ça suit un petit peu la continuité de ça, ce qui est une bonne chose. Je trouve qu'ils l'ont fait un peu trop.
Les costumes, il y en a trop. Ça fait un peu fourre-tout. On voit bien qu'ils ont voulu faire quelque chose par rapport au caractère des personnages, que ça veut dire quelque chose par rapport au caractère des personnages. Je pense surtout à Lancelot, on en a déjà parlé, qui effectivement. Ouais. Mais ça fait presque ridicule. On pourrait dire kitsch, tu vois. Il y a un moment. Vas-y. Je suis d'accord. J'ai pas du. Enfin. Je vois effectivement qu'il y a du travail sur les costumes, mais j'ai pas du tout accroché moi aux costumes. Enfin, ça et par ce que la série nous avait habitué, et même en général, je trouve que c'est trop coloré. Effectivement, Lancelot, enfin, c'est vraiment Après, bizarre. Enfin, il y a des éléments de couleur qui fonctionnent bien. Typiquement, le parallèle Arthur tout en noir, Guenièvre tout en blanc. J'aime beaucoup. Quand ils sont à côté, ça se voit tout de suite. Ouais, mais eux, c'est les deux qui sont à peu près restés dans les tenues auxquelles la série nous avait habitués. Mais tu vois, par exemple, les Burgondes. Non. Les Burgondes trop colorés. Enfin, c'est bizarre. Alors, tu vois, justement, pendant que tu parlais, j'étais en train de me poser la question. Et effectivement, au début, je me suis dit les Burgondes trop colorés. Et en même temps, si je me souviens bien, le roi Burgonde, il a toujours eu un peu de couleur dans la série. Oui. C'est peut-être trop. Je pense, comme disait Lotari, c'est le trop. On sent qu'il y a une intention derrière, mais peut-être trop. Le Burgonde, c'est son côté excentrique, clairement, qui est représenté, mais c'est à l'excès. Pour le coup, les Burgondes, c'est ce qui me choque le moins. Dans la mesure où c'est un peu différent. Ça me choque pas. C'est plus pour le coup, c'est vrai que c'est surtout l'armure de. En fait, c'est l'armure de Lancelot, globalement, en termes de costume, pour moi, où j'ai eu plus de mal à accrocher. Je comprends la symbolique derrière, mais j'ai du mal à accrocher. Bah, même aussi les tenues des Saxons, sont. Ouais, c'est vrai que je vois le côté. Ils ont les toques de la garde royale anglaise. Côté très militaire. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un côté. Tu te dis, il secoue la tête un petit peu trop à droite à gauche, et puis hop, ça se barre, tu vas. Oui. Voilà. Ouais, c'est trop maculé aussi, enfin, c'est super blanc. Et ça n'est pas très médiéval aussi. Ouais, oui, mais ça c'est sûr que globalement. Mais même sur d'autres. Je reviens sur Père Blaise, mais. Je veux pas que je fasse fixette sur lui, mais typiquement, c'est un prêtre à la base. À mon avis, son statut de prêtre n'a pas évolué. Pourquoi il a à la place. Pourquoi il a deux triangles bizarres c'est pas les Illuminati ou je sais pas quoi, il doit avoir une croix, tu vois. Oui, non mais. En fait, c'est surtout les costumes sur la partie Lancelot, hein, finalement, qui, à mon avis, ont beaucoup de symbolique. Mais même mais qui rendent pas. Moi, j'ai vraiment pas accroché. Enfin, j'ai l'impression, qu'ils ont mis peut-être trop de budget, dans un truc un peu trop haute couture, tout ça. Et pourtant, je faisais le parallèle l'autre jour en préparant un petit peu la critique. Dans l'Heroic Fantasy, on peut être habitué à des trucs qui sont pas très naturels. Je sais que Lotari, il aime beaucoup parler des grosses épaulettes d'obèses qu'il y a dans World of Warcraft et tout. Mais dans World of Warcraft, ça me. Justement, j'en parle parce que j'aime pas trop. Oui, mais voilà, mais dans World of Warcraft, ça me choque pas parce qu'en fait, il y a une cohérence. Et oui, une cohérence visuelle, bien sûr. Oui. Voilà, tout le monde est comme ça. Et puis, il y a un style derrière qui est. Voilà, c'est après les goûts, les couleurs. Moi, j'aime bien. Là, je trouve que. Lancelot, en dehors de la symbolique, qui moi, m'a pas sauté aux yeux parce que c'est pas un truc sur lequel j'accroche. N'est pas spécialement joli. Il me semble d'ailleurs que c'était assez inconfortable à jouer avec. Je crois qu'il était. Oui, ça se voit un petit peu, mais c'est ce que mon parallèle avec les Batman de merde. Michael Keaton. Tu sais, où le côté Canardman de joueur du grenier où t'as les épaules qui sont. Tu vois. Oui, mais non, mais c'est parce qu'il me semble que j'avais vu un interview qui disait. Je crois qu'il l'avait dit, que c'était très désagréable de jouer avec. Mais en même temps, ça se voit que c'est le but aussi. Mais effectivement, c'est. Oui. Après, tu peux faire un truc qui visuellement n'est pas agréable et qui reste agréable à porter. Mais il n'y a pas que Lancelot. Même tu prends Léo Dagan et. Putain, je me souviens plus du nom de ce chevalier alors que c'est le. Calogrenant. Calogrenant, alors que c'est un des personnages que je préfère pourtant dans la série. Ça reste des seigneurs. Pourquoi ils sont devenus des bouseux? Parce qu'ils ont plus de thunes. Oui, mais même si t'as plus de thunes, là c'est vraiment bouseux. Ils vont vraiment pas laver, ils ont des chapeaux bizarres. Et, tu vois, pourquoi? C'est vrai que les costumes, ils sont
bizarre par rapport à ce qu'on était habitué. Et puis même, tu fais la comparaison avec c'est Dame Célie, sa femme, je sais plus. Non. Oui, absolument, oui. Ouais, qui elle a du coup par contre à l'inverse un costume très coloré. Alors que c'est pas lié vraiment au personnage, enfin, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, mais pour le coup, alors, elle, c'est celle où le costume m'a le moins choqué dans la mesure où déjà en fin de série, elle avait des costumes plus développés que les autres. Enfin, c'est une dame de la cour, quoi. Ouais. Tu vois, alors que Oui, Léo Dagan, on mais avait plutôt l'habitude de le voir en côté militaire, armure, etc. Là, il est en espèce de peau de bête Tarzan, tu vois, c'est. ouais, en même mais temps, il est dans les champs. Oui, certes, ils sont dans les mêmes, oui. mais je trouvais qu'ils avaient un accord entre les deux. Enfin, tu voyais que ils étaient encore un peu un style barbare et puis ils avaient avec leur côté sombre, enfin de leur humour noir quoi. Enfin, Oui. là, du coup, on a un costume très bouseux pour l'un auquel on n'a pas l'habitude et l'autre, je trouve qu'il est un peu trop coloré par rapport à son personnage et du coup, les deux, ils vont plus du tout ensemble en plus. Enfin, il y a un contraste entre les deux qui se crée par le costume. Quand Ils sont moins accordés. Ouais. Donc, puis, ouais, enfin, globalement, enfin, ouais, c'est les costumes, ouais, mais enfin, tu vois, même les soldats d'Aquitaine, ils sont bizarres, les costumes du Pays de Galles aussi, enfin, même là, quand ils font le sport, là, le Ah oui, le jeu de Le gamin, Robobrol. Robobrol, oui. enfin, le robrol, putain. Enfin, Bah écoute, tu me fais une transition parfaite pour quelques petits éléments que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ça existe, typiquement le Robobrol. Alors je comprends l'idée, on refait un sport, un jeu où les règles sont bizarres et on comprend rien, qui fait une référence à la série, mais d'un côté, c'est un passage qui ne sert strictement à rien dans le film, ça n'a aucun intérêt, ça ne développe personne, ça ne met en place, comment dire, aucune psychologie pour qui que ce soit. Ça prend 2-3 minutes facilement, c'est long dans un film de 3 minutes, c'est 2-3 minutes qui auraient pu servir pour développer tel personnage. Je ne comprends pas pourquoi ça existe, tu vois, à part le côté référence, mais du coup, pour le coup, c'est une référence dont je me serais passé. puis là, c'est vraiment brouillon en plus. Enfin, c'est. Oui, mais alors c'est le but. Ouais, parce que autant. Ouais, mais alors. C'est peut-être la partie où j'ai le moins accroché. Autant d'habitude, les jeux de Perceval, ils sont excentriques, mais ils y jouent jamais. Oui. Et du coup, tu bites rien aux règles, mais c'est pas grave. Là, tu captes rien aux règles, et en plus, t'essaies de les comprendre. Mais. Et bon, alors, d'un côté, c'est bien fait, hein. Tu te retrouves dans la même position que le roi Arthur, dans le même état d'esprit, en mode, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire et à quoi je joue? Oui, qu'est-ce que je fous là? Et en même temps, comme tu dis, 2-3 minutes, c'est long. Et ça fait partie des choses où je disais, bah, c'est un clin d'œil à la série, mais pour des gens qui n'ont pas vu la série, déjà que pour des gens qui ont vu la série, c'est long, mais pour des gens qui n'ont pas vu la série, ils sont là, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Oui. Et ça fait partie des clins d'œil, à mon sens, forcés. Oui. Ouais. Et j'avais un autre exemple qui est venu en tête, mais que j'ai momentanément oublié, bah c'est pas grave, tant pis. Mais oui, moi, dans les scènes que je trouve qui n'ont aucun intérêt, tout le passage de la jeunesse d'Arthur. Voilà. Hormis la petite référence, la guerre c'est comme de la musique, que tu comprends à la fin. Tout le reste, tout strictement rien. Je ne comprends pas. Je comprends pas les parallèles. Enfin, Pour ceux qui les regardent, dans tout le long du film, il y a un fil rouge en analepse, donc analepse qui se passe dans le passé, de la jeunesse d'Arthur, quand il est entraîné par la Rome, etc. Où il y a une espèce d'amourette avec une femme orientale, etc., qui se retrouve être torturée, donc il va essayer de la sauver, etc. Je trouve que ça n'apporte rien au film du tout, je ne comprends pas ce que ça fait là, quel est l'intérêt, où est-ce que ça amène. Pour moi, ça amène un développement du personnage vis-à-vis de la scène de fin, et c'est la raison pour laquelle il épargne Lancelot. Oui, pourquoi il l'épargne? Il épargne parce qu'il a tué une meuf qui torturait quelqu'un dans le passé? Non, mais je pense que c'est le côté vengeance. Alors, j'y ai pensé, mais je suis pas d'accord. C'est comme ça que je l'ai vu, où en gros, la première fois. Il s'est vengé une fois dans le passé. J'irai une explication. Oui, mais ce qu'on voit, c'est qu'il s'est vengé une fois dans le passé. C'est plutôt qu'il veut pas le refaire parce que ça lui a rien apporté. Ouais, mais là, c'est trop d'interprétation sur des choses sur lesquelles on n'a pas du tout. Alors qu'en plus, il y a une raison plus simple, puisque juste après, là, il s'allonge sur la table, et puis il enlève ses bandages où il y a les cicatrices de quand il a essayé de se suicider.
Et Là, pour le coup, c'est là, beaucoup plus grand ça. si tu as vu Oui. la série, je suis d'accord, il faut avoir vu la série. Tu fais le Ah oui, lien. non, mais Je totalement. l'ai sauvé parce que techniquement, il m'a aussi sauvé avant. Ah, c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe. Ouais, à ça. non, mais Oui. Oui, bah ça, je m'en suis rappelé. Totalement. lors de- C'est aussi ce que je me suis dit. Enfin, j'ai du mal à saisir la scène dans le passé, hein, pour le coup, mais Voilà. c'est l'explication que j'en vois. Je dis pas qu'elle est satisfaisante, hein. Je dis juste que c'est l'explication Ah non, que j'en vois. Ça, c'est évident. Les deux scènes sont tellement mises en parallèle que c'est évident qu'il est censé y avoir un parallèle. Mais on le comprend pas. Mais- Je vois pas pourquoi. Je vois pas le lien entre les deux en fait. Parce que tu vois, si je fais le parallèle avec le dernier livre, où du coup, t'es dans son passé, Ouais. à Rome, Ouais. toute son histoire, du coup, avec la femme qui va devenir sa femme à Rome, a un lien avec la série, et tu comprends plein de choses. Ouais, elle a plus d'intérêt. Oui, non, mais Alors- totalement. Alors que là, franchement, non, je vois pas. Ou alors, c'est pareil, c'était des clins d'œil pour rappeler, Papinus et les autres là qu'on voit dans le dernier livre, mais franchement, j'ai trouvé que c'était en plus, Et les pareil, scènes qui sont un peu longues, elles cassent sont- un peu le rythme. Ouais. C'est bizarre. Ça prend du temps Oui. et c'est long. Donc Voilà. voilà. Ou alors, c'était juste aussi pour pouvoir placer un de ses fils encore pour jouer, mais effectivement. Non, je pense pas qu'il ait fait Non, ça pour ça. Mais, Non. mais effectivement, Il c'est. y a toute la famille qui joue dans le film. Donc, Oui, non, mais bien sûr, mais non, mais c'est après, ouais, il y a vraiment et je vois pas comment il pourrait. Si encore, c'est ce que tu disais par rapport au fait qu'il doit y avoir une continuité entre une trilogie de films, enfin, une quintulogie en l'occurrence, mais bref. Ouais. Si c'est un élément qui s'était amené à revenir dans les films suivants. Et en expliquer plus, je veux bien, mais j'ai quand même pas. Pour moi, c'est un arc fini, tu vois. Moi non plus, c'est ça, j'ai pas l'impression que ça revienne. Mais je sais pas. C'est l'explication que j'ai, mais effectivement, elle me satisfait pas non plus. Et comme tu disais, la scène après où il s'allonge sur la table est beaucoup plus forte de sens. Je sais pas. Moi, en tout cas, mon sentiment, c'est vraiment que le côté changement au niveau de l'épée, etc., ça représentait beaucoup de la vengeance. Et que ce petit rappel du passé, c'était pour montrer que c'est quelque chose qu'il avait déjà fait avant, et donc qu'il voulait pas le reproduire. Ouais, mais si encore ça lui avait apporté quelque chose de négatif avant, ou c'est pas. Typiquement, ils Oui, auraient. mais c'est ça. Ils auraient rajouté une scène en Il n'y a pas plus. de conséquences. Du style, mais- en s'étant vengé, ça aurait empiré la vie de son espèce d'amourette, tu vois. Donc du coup, il y aurait une conséquence négative. c'est ça. Tu vois, là, j'aurais vu le truc. Là, il y a rien. Ça manque de conséquences et de Mm. contexte, Ouais. finalement. Voilà. Mais voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter de manière générale? Vite fait, alors dans la mise en scène aussi, c'est la première fois aussi on voit un vrai combat à l'épée. Il est un Mais peu qui dégueulasse, est, mais après, bon, ça va pas choquer. Ouais, voilà, qui est pas extraordinaire. Oui. Il y a vraiment un côté bourrin, genre, il y a plein de moments où Arthur il fait. Oui. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est pas grand militaire. Après, je demandais pas à ce qu'il y ait une vraie chorégraphie de mise en scène de combat. Non, mais alors pour le coup, pendant ce combat à l'épée, la musique est vraiment bien. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Là, pour le coup, la musique est très développée et je trouve que la musique raconte plus d'histoire que le combat. Le combat est assez anecdotique. Oui. Pour le coup. Ouais, mais il me semble que c'est pareil, ça avait été fait, je crois qu'il avait dit qu'il y aurait eu un peu une partie chorégraphique à l'épée, mais que ça avait pas. Ouais, je trouve que pour un film, c'est un petit peu décevant alors qu'ils auraient pu faire quelque chose. Ouais, je comprends. Bah alors, pour le coup, tu vois, D'autant que il y aurait eu un vrai combat à l'épée. Je me serais dit, ah, chouette, un truc que j'attendais pas et qui arrive en bonus. Là, pour le coup, j'attendais vraiment pas ça, donc je me suis pas dit, ah, c'est décevant. Je me suis dit, bon, c'est logique, quoi. il y a déjà eu quelques échanges à l'épée. Si, parce qu'on avait déjà vu quelques échanges à l'épée dans la série, notamment pendant la phase des joutes. Post le passage à Rome de Guenièvre, Ouais, mais il y a quand même quelques combats à l'épée. Puis bah, bon, même si c'est du coup de loin en contre-plongée, il y a quand même une meilleure chorégraphie. Là, là c'était vraiment pas ouf la chorégraphie. Qui est peut-être lié aussi au fait que du coup, le costume Lance-Stone n'étant pas très
C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, c'est impossible qu'il puisse combattre quand tu vois son truc. De toute façon, tout ce qu'il peut faire, c'est lever le bras et plus bouger. Mais bon, voilà. La musique est là. La musique est là. Non, pour le coup, cette scène m'a pas choqué. Ça m'a pas perturbé outre mesure que le combat soit pour. Ok, j'aurais cru toi qui aimes bien. Oui, mais alors, tu vois, encore une fois, il y a le contexte, tu vois. J'attends de Camelot quelque chose de plus comique, justement. Et même dans la partie tragique, il n'y a jamais eu de gros combats. Tu vois, c'est pas Game of Thrones où je me serais dit, hey, ils essayent de mettre en place un contexte ultra réaliste, donc il faudrait qu'il y ait des combats ultra réalistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui. Voilà. Bah écoutez, on a dit pas mal de choses en demi-teinte sur le film. Je pense qu'on va pouvoir faire une liste de choses bien, parce que le film a quand même un certain nombre de choses bien à apporter. Il met beaucoup de choses en place, donc effectivement, tu l'as dit, c'est une introduction, c'est un premier acte qui met beaucoup de choses en place. On va en reparler pour les attentes du deuxième film, mais qui amène des questions qui on dit ah là il va y avoir un truc intéressant, et il y a beaucoup de références sympathiques à la fois au mythe arthurien, à la série. Il y a aussi des références sympathiques à la série, de manière générale des éléments historiques. Typiquement Orsa, c'est a priori le premier chef saxon mythique qui aurait mis le pied sur l'île de Bretagne, sur l'île de Ténet qui récupère, tu vois. Donc des petites références historiques par-ci par-là qui, si tu connais, tu fais ah c'est bien pensé, tu vois. C'est voilà. Donc on a Et bah, j'avais pas ces anecdotes historiques, mais pour le coup, c'est vachement intéressant. Tu vois, j'avais pas l'info sur la partie saxon, mais non, sinon après pour le coup. Bah, on l'a déjà dit, hein, dans les points très positifs, pour moi c'est la musique, c'est un des plus gros points de ce film, ce qui peut facilement être attendu de la part de Alexandre Astier, mais j'ai vraiment apprécié les musiques dans le film et l'histoire que ça raconte. Ça pour le coup, c'est un des plus gros points, moi personnellement, que je retiens du film. Toi, chroniqueur? En fait, moi, la partie visualiser ça comme une trilogie, puisqu'effectivement il avait annoncé 3 films, c'est vrai que je m'en rappelais plus trop. Et il dit comme ça, c'est vrai que. Alors, déjà de base, en sortant du cinéma, je sais que je m'étais dit de toute façon à voir la suite. Mais c'est vrai que quand tu l'as redit. Ça se trouve, il y a beaucoup plus de choses qui m'apparaîtront plus claires une fois que j'aurai vu la suite. Parce que je l'ai peut-être pas pris assez, effectivement, comme dans un ensemble. J'ai peut-être trop pris dans un film seul. Et alors, effectivement, j'attends comme la suite. Je sais que j'irai le voir au cinéma. Hein, on va pouvoir briller là-dessus. Qu'est-ce que tu attends pour la suite? Voilà, alors, je sais plus trop quoi en attendre parce que la bande d'annonce est sortie. Il y a des choses bizarres. Bon, alors déjà, on va crever un ballon. Perceval ne sera pas dans le deuxième film, c'est officiel, parce que l'acteur n'a pas voulu revenir. Alors, on ne sait pas pourquoi. Ça paraît un peu triste, disons que le personnage est quand même un des personnages. J'ai dit personnage à la place de Perceval, c'est ça? Oui. Est-ce que oui, il m'a semblé. Perceval est un personnage qui est un des plus importants de la série. Dans le mythe arthurien, c'est lui traditionnellement qui retrouve le Graal, donc c'est assez attendu que ce soit lui qui retrouve le Graal. Est-ce que c'est juste pour le deuxième film et il reviendra pour le troisième? Ah non. Alors, oui. Là, pour le 2,5. Voilà, on est dans les délires Alexandre Astier. Le deuxième film sera. Deuxième film. En 2 parties. Voilà, sera en 2 parties. Ah oui. Et donc en fait, ce sera une quintulogie. Est-ce que pour le 4e, 5e film, Perceval reviendra? J'espère, ce serait bien. Mais effectivement, déjà, tu peux te poser des questions là-dessus. Alors, il a dit il lui a créé de la réécriture là-dessus. Bon, ok. Mais effectivement, je me demande comment ils vont tourner sans le personnage de Perceval, qui pour moi est vraiment un des personnages centraux à l'univers, quoi. Je sais pas, la polémique, moi, elle m'a pas. Il n'y a pas vraiment de polémique tant que ça, c'est juste. C'est pas une polémique, c'est. Il est pas là, c'est tout. Il est factuellement pas là, et il a juste expliqué que c'est parce que l'acteur ne voulait pas revenir. Pour le coup, je sais pas quoi en penser. Dans les spectateurs, ça fait débat, ça, sur internet, hein, franchement. Oui, mais ouais, surtout que les gens s'attendaient à le voir. Oui. Et oui, c'est comme d'hab, hein, c'est du débat sur du vent. Mais les gens s'attendaient à le voir. C'est vrai, du coup, il est pas là. C'était légitime de se dire, c'est bizarre. Il était dans le précédent, il avait un rôle de premier plan, comme diraient les autres.
mais il est pas dans le 2. Donc on pouvait se poser la question de pourquoi. Là-dessus, on verra bien. Est-ce que c'est une question de planning parce que l'acteur ne pouvait pas, parce qu'il avait autre chose à ce moment-là? Est-ce que... parce qu'au final, le rôle de Perceval, il était assez présent dans la série. Il est très présent, comme tu disais, dans la légende arthurienne. Mais je trouve que son rôle dans le film est anecdotique. Oui, bah c'est ce que je disais par rapport au grand nombre de personnages, ils ont pas la place de respirer. Oui, Et voilà. Et du coup, voilà, est-ce que c'est simplement l'acteur qui s'est dit, je vois pas spécialement l'intérêt de faire le deuxième film parce que le développement du personnage n'arrive pas à quelque chose, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup de faire un film où je vais encore être anecdotique ou pas? Tu vois, c'est peut-être juste des questions comme ça. Moi, pour le coup, bah, j'aime bien me mettre dans une position où j'en attends pas grand-chose, j'attends qu'on me montre. Les seules attentes peut-être que j'ai pour le film, c'est entre guillemets l'espoir de pas me tromper en voyant le film comme une pièce de théâtre. Tu as dit à plusieurs reprises, je crois, Lotari, que ça te faisait penser à une pièce de théâtre. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je le vois. On a fait l'acte 1, j'attends de voir si l'acte 2 va mettre des choses en place et planter entre guillemets la problématique. Là, on a planté le décor, maintenant il faut la problématique. Qu'est-ce qu'on va devoir résoudre et où on va. C'est vrai que ce premier film a le mérite de reposer l'intégralité des bases. Là, on part sur du neuf, quoi. Tout est. Là, on part sur. On reconstruit Camelot, on reconstruit la table ronde, au moins dans la théorie. On relance la quête du Graal, donc là, on relance toute la machine, effectivement. Donc, on peut repartir sur, Voilà. sur vraiment une histoire neuve, entre guillemets. Ouais, c'est ça, on a mis en place un peu le méchant sous les traits de Lancelot. D'ailleurs, scène post-générique. Oui. Elle est pas post-générique, mais oui, je sais ce que j'allais dire. Le Elle est pendant le générique. Oui. Le fantôme de son Ah non, tu parles de la réponse. Moi, je pensais que tu parlais du fantôme du roi Bad. De la réponse. Non, je pensais à la réponse, où c'est pendant le générique. Oui, oui. Alors, avant le générique, moi je pensais au fantôme du père de. Ce qu'on suppose être le fantôme du père de Lancelot, qui est l'espèce de grand fantôme vert, etc., qui fait probablement référence au chevalier, au fameux chevalier de la table ronde. Encore des références au mythe arthurien. Ouais. Et effectivement, il y a la réponse qu'on voit pendant le générique, effectivement. Il y a la réponse. Et d'ailleurs, c'est une phrase où ils annoncent la prophétie pendant la série. Où ils disent, je sais plus ce que c'est le texte, mais en gros ils disent que la réponse reviendra à la fin de l'hiver et quand les neiges fondront, un truc comme ça, pour boire dans la boue. Et voilà, et là on sait que c'est la fin de l'hiver parce qu'on a 2-3 scènes où les neiges sont un peu plus fondues, on le voit ramper au sol et manger de la neige dans la boue. Et c'est exactement la phrase de la prophétie. La réponse. C'est Méléagant, votre personnage? Oui, Méléagant, oui. Si, c'est Méléagant, tout à fait. Oui, si. Mais je comprends pas pourquoi vous disiez la réponse qui arrive. Parce qu'il appelle la réponse. Parce que dans la prophétie, il appelle la réponse. Méléagant, je crois qu'il se présente comme la réponse aussi à un moment. Quand il se présente à Lancelot, il dit j'ai plusieurs noms et tout, certains m'appellent la réponse, certains mais tu peux m'appeler Méléagant. Ok, bah ça j'ai pas retenu. Moi tout ce que j'ai retenu c'est un putain cultiste du chaos, c'est tout ce que j'ai compris. Il dit qu'il vénère des dieux que d'autres ne le feront pas et qui donnent des récompenses. Enfin, c'est un putain. Certes. Effectivement, mais oui, on a vraiment beaucoup d'éléments dans ce premier film qui ouvrent des portes, qui amènent. On se dit, ah, ça va être intéressant. On a Méléagant, on a le fantôme le vert là, du roi Ban, on a Lancelot globalement qui est toujours là, on a Orsa, donc on ne sait pas encore vraiment les motivations, donc le chef des Saxons, qui est joué par Stig. Je suis sûr qu'il va trahir. Oui, mais évidemment, c'est un anglais. Oui, mais la question maintenant va être comment, quel moment, pourquoi il y a le personnage. On va bien voir. Et... Voilà, mais du coup, pour répondre à ta question initiale, le deuxième film, bah en fait, j'en attends pas grand-chose. Dans le sens, j'ai envie de voir ce que ça va donner, tout simplement. Enfin, sans plus. Et mais là, du coup, la bande-annonce qui est sortie il y a une ou 2 semaines, laisse comme déjà poser quelques questions en dehors de l'absence de Perceval. Hein, oui. On voit Arthur qui replante l'épée. Encore. Les costumes, bon, bah, ils ont l'air de rester sur des costumes assez youpi tralala très grandiloquents.
Et du coup, on voit, oui, effectivement, que par contre, ouais, on va sans doute se tourner sur le fantôme du coup du roi Ban, puisqu'il a l'air de revenir avec un Lancelot encore totalement perdu et qui a retrouvé du coup son copain cultiste. Et donc, effectivement, question, et puis on aura bien la réponse. Question, la réponse, exactement. La réponse dans 10 jours maintenant. Enfin, Nous, au moment où on tourne cette vidéo, le moment où la vidéo sort, ouais. Aujourd'hui en fait. Voilà, où il y a donc Oh là il y a là, 3 mois tu veux dire pour qu'elle va quand sortir vous aurez la vidéo à qui temps sortira. Eh oui, mais oui, C'est beau. c'est beau. Ouais, donc toi, j'ai d'autres attentes d'autres choses à dire sur l'attente du jeu. Non, vraiment surtout voir si on a une bonne continuité et s'il y a bien un bon développement sur chaque personnage. C'est surtout ça, parce qu'on a la mise en place. Et peut-être ce qui me décevrait, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises en place qui ne servent pas par la suite. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Voilà, du coup voilà, je m'attends vraiment un peu comme une pièce de théâtre à avoir les différents actes qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc là, je m'attends à avoir un petit peu, entre guillemets, la problématique et qu'est-ce qu'ils vont devoir résoudre sur la suite. Pour ma part, paradoxalement, j'en attends plus que pour le premier film, mais je pense que j'en attends aussi plus justement. C'est-à-dire que le premier film, ce qui m'a déçu, c'est que il y a des éléments de film, avec des éléments de transition entre film-série qui n'allaient pas, et des éléments qui n'étaient pas ce que j'attendais. Maintenant qu'on a le premier film, qui a effectivement mis en place beaucoup de choses, je m'attends à une suite du premier film. Donc je vois où ça peut aller, donc je pense que j'en attends plus dans le sens où il y aura effectivement... j'attends plus d'aventures, plus de problématiques, comme tu dis, GIGN. Je vois plein de choses mises en place qui peuvent amener des choses intéressantes. Et d'un autre côté, j'en attends ce que là où le premier film j'attendais ce que la série en promettait, là j'en attends ce que le premier film en promet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, parfait. Je suis extrêmement clair dans ce que je veux dire. C'était pas simple, mais oui. Voilà. Non, je n'ai pas décoté Perceval, ce n'est pas vrai. Voilà. Non, mais je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça, quoi. Ouais, on a dit plein de trucs intéressants. Des dernières choses à rajouter, non? S'abonner est un sale sci-fi. Voilà. Et sans le moindre doute. Et mettre des pouces bleus. Avec Fluctua avec Mergicture. C'est net. Ça veut rien dire dans le contexte, mais ça ne veut rien dire dans aucun contexte que ce soit non plus d'ailleurs. Oui. Non, il n'y a pas de contexte où ça veut dire un truc. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux, et puis salut tout le monde, et à la prochaine pour de prochaines critiques. Pour le deuxième film, à écouter sans doute bientôt. Exactement, à la prochaine pour le prochain film, exactement. Dans 6 mois. Mais non. Non, dans 5 ans. Mais non, on va tous les trois aller voir rapidement le film. Sorti pour le troisième film. On va tous les trois aller voir rapidement le film. On pourra tous le revoir pour le troisième film. Voilà, exactement. Bref. Allez, salut. Salut. Salut.